Il est 8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Bruno Retailleau, sénateur LR de Vendée et président du groupe LR au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Patrick Roger. Les législatives, Emmanuel Macron qui dramatise le second tour, moi ou le chaos, que faut-il en penser? Où en sont les Républicains? Les sujets de cette campagne pouvoir d'achat, les questions de sécurité aussi identitaires, c'est ce que nous allons voir. Commençons donc par cet appel d'Emmanuel Macron au pied de l'avion présidentiel hier avant de s'envoler pour la Roumanie. Et il réclame l'ordre face aux promoteurs, dit-il, du désordre. Est-ce que vous partagez sa peur alors de ce désordre si la NUPES l'emportait? La peur, oui. Je pense qu'il a donné l'image d'un président de la République extrêmement inquiet, fébrile et presque en panique. Je ne partage pas du tout, évidemment, son propos. D'abord sur l'ordre. Un petit peu, parce que vous dites, si, il pourrait y avoir du désordre. Je pense que, et je l'ai dit peut-être déjà à votre antenne depuis des mois, je pense que Emmanuel Macron aura été le président du désordre. Désordre dans la rue, avec l'insécurité. Regardez ce qui s'est passé au Stade de France. Ça a été pour camoufler cette insécurité que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a menti. Désordre dans la rue, désordre dans les comptes. On pourra en parler, la dette, les déficits, désordre aussi dans les esprits, puisque lorsqu'il a croisé pendant la campagne présidentielle une femme voilée, il a fait le parallèle entre le voile et le féminisme. Donc il a, si j'ose dire, non pas le monopole, parce que je pense que M. Mélenchon, c'est aussi le chaos, mais lui est le président du désordre. Ce qui est incroyable, c'est le cynisme. Mais le cynisme est sans limite avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il nous a fait au deuxième tour de la présidentielle? Il a été draguer les électeurs de M. Mélenchon en faisant des clins d'œil appuyés. Souvenez-vous, avec la planification écologique, etc., etc. Y compris mais d'ailleurs... ça, il fait de la politique pour être élu, quoi. Donc face à un adversaire. Non, mais... attendez, Bruno Retailleau, vous connaissez la politique. Non, mais non. Écoutez, j'ai plein de défauts. Je pense que j'ai une ligne. Quand vous entendez M. Richard Ferrand, avant le deuxième tour de la présidentielle, faire des clins d'œil appuyés à M. Mélenchon en indiquant qu'il a des valeurs communes. Et puis, 2 mois après, indiquer que ces valeurs sont diamétralement opposées. Comment voulez-vous que les Français ne se désespèrent pas de la politique? Donc, M. Macron, devant son avion, hier, indiquait aux Français, votez pour moi parce que sinon c'est le chaos. Il est déjà, en quelque sorte, le désordre. Et il a amené M. Mélenchon là où il est. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, au moment de son premier mandat, il se targuait d'être le principal rempart contre les extrémistes. Eh bien, 5 ans après, voilà, ils sont aux portes du pouvoir. Alors, pas une voix ne doit manquer à la République, a dit aussi le chef de l'État. C'est-à-dire que finalement, c'est lui qui décide qui est républicain ou pas en France. Ah mais moi je conteste formellement cette expression-là, même si je suis un adversaire absolu, résolu. Contre le mélenchonisme. C'est quoi le mélenchonisme? C'est l'islamo-gauchisme, souvenez-vous. Mais Mélenchon est quand même, il est républicain ou pas? Écoutez, je pense que il est en limite, justement, des principes républicains. Par exemple, avec l'islamo-gauchisme, quand il conteste finalement le principe de laïcité à la française et qu'il défile aux côtés des islamo-gauchistes et surtout de gens qui crient Allahu Akbar. C'était en novembre 2019. Lorsqu'il dit que la police tue, alors oui, il conteste les institutions républicaines. La police peut tuer, en l'occurrence aussi, quoi. Il peut y avoir aussi des erreurs. Bruno Retailleau, on va voir. D'ailleurs, il y a une enquête qui est en cours sur ce qui s'est passé au Pont-Neuf. Il se trouve que visiblement le policier aurait tiré dans le dos de cette personne. Alors après, il faut voir les circonstances. Patrick Roger. Oui. Il y a l'amalgame, il y a la généralisation, et il peut y avoir des dérives individuels qui doivent, et de graves dérapages, qui doivent tomber sous le coup de la justice. Quand vous dites « la police tue », vous généralisez votre propos et en réalité, vous propagez la haine anti-flic. C'est ce qu'il veut faire en faisant des clins d'œil appuyés. D'ailleurs, si 69% de l'électorat musulman a voté pour M. Mélenchon, c'est parce qu'il a une pratique communautariste. Eh bien, je suis désolé. Le communautarisme en France, ça n'est pas le modèle républicain français. Donc vous rejoignez finalement Emmanuel Macron par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Je ne le rejoins pas, j'essaie d'expliquer à vos auditeurs son cynisme, qui consiste, comme il l'a fait à Madame Le Pen, à faire en sorte qu'il puisse valoriser les extrêmes, parce qu'il veut organiser un face-à-face avec eux. C'est beaucoup plus facile de les battre une fois qu'il est en face-à-face avec eux. Et ensuite, agiter la peur. Eh bien, c'est comme ça qu'aujourd'hui, la France, on voit bien, le débat public est déserté. Les urnes sont désertées par les électeurs et la France est menacée par les déconstructeurs. Eh bien, malheureusement, Emmanuel Macron joue
un jeu très trouble dans cette situation-là. Oui, Bruno Retailleau, vous vous rendez compte que vous dites le débat justement finalement entre Mélenchon et Macron et que vous, les Républicains, vous êtes hors jeu. Vous en êtes là aujourd'hui, obligés d'être des commentateurs et moins des acteurs. Comment vous comptez jouer en fait un rôle à l'avenir? On a subi une grave défaite, évidemment, à la présidentielle. Maintenant, on disait que la droite était morte. On aura, je pense, un groupe d'au moins 50 députés. J'ai toujours dit, bien avant ces législatives, qu'autour d'une cinquantaine de députés, on pouvait organiser une opposition résolue, déterminée, qui sera aussi raisonnable, puisque... alors oui, c'est ça, vous serez dans l'opposition ou alors dans une force d'appoint de... Dans l'opposition. Dans l'opposition. Nous nous opposerons, je m'opposerai, et je m'oppose personnellement à ceux qui pourraient considérer qu'il faut conclure un accord de gouvernement, un accord de coalition avec M. Macron. Nous serons... Certains le veulent chez les Républicains. Certains pourraient le vouloir, j'en ai entendu un ou deux. Ce sont des exceptions, les mêmes exceptions d'ailleurs qui voulaient rejoindre évidemment le gouvernement de M. Macron. Avant, ils n'ont pas été nommés. Mais, donc ceux qui veulent, comme par exemple Pradier et d'autres, etc., ils devraient être exclus du... Non, Aurélien Pradier... Non, je n'ai pas toujours la même ligne qu'Aurélien Pradier. Simplement, non, Aurélien Pradier est un opposant résolu à Emmanuel Macron et je lui en sais gré. Simplement, je pense que si on veut retrouver nos électeurs et la confiance de l'électorat de droite français, il faut qu'on soit clair. Il n'y a rien qui peut se reconstruire dans la clarté et je pense qu'à l'Assemblée nationale, ce sera du texte par texte, pas d'accord général de coalition, mais nous nous opposerons sur la politique de M. Macron qui est en train d'ailleurs d'entraîner la France dans le mur. On va le voir. Vous savez que... Mais vous pourrez voter des lois avec quand même la majorité si la majorité présidentielle la conservait, l'actuelle, aujourd'hui. Par exemple, sur la renationalisation d'EDF qui a été évoquée. Ça, vous pourriez suivre le gouvernement? Alors là, bon exemple. Bien sûr qu'on pourrait suivre le gouvernement. Mais vous avez là une illustration éclatante de l'échec d'Emmanuel Macron, puisque pendant 5 ans, il n'a rien fait. Il a même fermé une centrale nucléaire, Fessenheim. Aujourd'hui, parce qu'on n'a rien fait, justement, et que EDF a pris du retard sur l'entretien du parc, la moitié de notre parc nucléaire est à l'arrêt. Il ne suffira pas de nationaliser EDF. Il faut une réforme profonde. Il a arrêté, par exemple, le projet Astrid. Mais la nationalisation d'EDF, vous pourriez être favorable? Bien sûr, parce que j'ai toujours considéré que le nucléaire, c'est le cœur de la politique énergétique française. Ça met en cause la souveraineté française, notre indépendance, la cherté de la vie, évidemment, et puis la sécurité. Et je pense qu'il y a une logique. D'ailleurs, entre nous, l'État est déjà propriétaire à 85%. Mais ça ne suffira pas. Il faut réformer le fameux prix, vous savez, auquel les concurrents d'EDF achète l'électricité nucléaire, parce que EDF en réalité subventionne ses concurrents. Ça n'est plus possible. Il faut relancer un grand programme nucléaire. Vous vous rendez compte qu'en 2020, en avril 2020, il y a un décret qui sort, signé par le gouvernement, et qui dit on va arrêter à l'horizon 2035 14 réacteurs nucléaires. Comment voulez-vous, sur une industrie qui est quand même extrêmement pointue, si vous n'avez pas de constance, eh bien tout s'effondre. Il est le responsable de cet effondrement. Je termine par un chiffre que vos auditeurs ne connaissent pas. En 2 ans, le nombre de jours où on importe de l'électricité en France, eh bien, ce nombre de jours a doublé. C'est-à-dire que notre indépendance énergétique a diminué. Ça a doublé en l'espace de 2 ans. De 2 ans, c'est passé à combien de jours, vous le savez? C'est passé d'à peu près 16 à 40, autour de 45 jours. Mais c'est un indice, puisque auparavant, notre force nationale, souveraine, c'était notre politique énergétique pendant longtemps. Pour revenir d'un mot quand même rapidement sur les législatives, concrètement, vos consignes de vote entre RN et NUPS, par exemple? Aucune consigne de vote. Alors là aussi, il y a... C'est le nini. Évidemment. Écoutez, moi, on va pas me demander. Vous auriez souhaité que le gouvernement fasse la même chose. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Comment peut Monsieur Macron dit c'est moi le chaos, Mélenchon c'est le chaos, et en même temps, une fois de plus, en même temps, ils vont pousser leurs électeurs parfois à voter pour des députés qui seront des députés mélenchonisme. Mais on ne s'y retrouve pas. C'est le cynisme. C'est à chaque fois en fonction de leurs propres intérêts. Ils invoquent à chaque fois des grands principes républicains. Ils en ont rien à faire. C'est leur petit intérêt. Le calcul électoraliste. Bruno Retailleau, vous êtes sénateur. Le Sénat poursuit ses auditions pour faire la lumière sur la soirée chaotique du Stade de France. Est-ce que vous en avez appris plus de cette soirée ?
Vous savez qu'on a auditionné le maire de Liverpool. C'est terrible comme l'image de la France a été affectée. Et c'est un scandale parce que ce scandale-là, où Gérald Darmanin, il y a eu un autre scandale. C'est un scandale d'État, ça vous persistez, parce que c'est un terme fort. C'est un scandale d'État parce que, en réalité, c'est le mensonge d'État par le ministre de l'Intérieur qui a voulu camoufler les faits de violence, les faits de délinquance. On parlait tout à l'heure du désordre. Je vous disais que le désordre est dans la rue. L'angle mort d'Emmanuel Macron, ce sont les sujets régaliens et notamment l'insécurité qui aura totalement explosé. Vous prenez pratiquement tous les chapitres des questions de sécurité. À chaque fois, il y a une explosion, sauf les cambriolages. Les chiffres, sur les cambriolages, par exemple. J'allais y venir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a eu le confinement. Donc, quand on est confiné chez soi, c'est plus compliqué d'être cambriolé. Bon, donc tout ça, c'est l'explosion de l'immigration, c'est l'explosion de l'insécurité, etc. Et en fait, il a voulu camoufler. Et aujourd'hui, il a, pour camoufler, fait des victimes, en réalité, des responsables. Il a désigné les supporters britanniques qui ont été empêchés d'entrer dans le stade, qui ont été violentés, qui ont été gazés, qui ont été détroussés et qui maintenant sont accusés. Et d'un mot sur les images qui ont disparu, vous croyez donc à cette version très officielle ? Bien sûr que non. Non, alors il y a une manipulation. Bien sûr que parce tout ça. Parce qu'on dit qu'automatiquement les images sont détruites. Voilà, c'est ça, automatiquement. Alors parce que hier vous avez auditionné la RATP, par exemple. Bien sûr, alors que ceux qui les ont visionnés. Eux-mêmes, devant le Sénat, ont dit qu'ils avaient vu des images extrêmement choquantes, extrêmement violentes. La problématique de ce scandale est apparue dès les premières heures. Après le début du match. Et donc alors qu'il y avait un scandale, que ces images ne soient pas... Les images, en réalité, ont fait l'objet d'un traitement commun. Et ce qui est bizarre, vous voyez, encore une fois, c'est que nous, le Sénat auditionne les responsables de la FFF, c'est la Fédération Française de Football, qui nous disent que tout ça a été écrasé. Et le lendemain même, je ne sais pas si c'est la police judiciaire, l'autorité en tout cas, demande à la police, à la justice, au procureur, de récupérer ces images. Mais pas de chance, les images ont été écrasées. Non, mais franchement, un hasard. Il nous reste 2 minutes pour 2 questions. La première, cette alerte sur les tenues religieuses à l'école. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale veut y voir plus à travers une enquête pour recenser les faits. Qu'est-ce que vous dites ? Il faudrait renforcer la loi, il faut être vigilant dans un premier temps ? Non, écoutez, ce que je dis, j'ai été consterné par ce qu'a dit Pape Ndiaye. Il a dit il me faut des données. Mais les données, le renseignement territorial les lui a données dans une note de 8 juin. Ce renseignement territorial, dans cette note, la donnée, c'est quoi ? C'est qu'entre le premier trimestre et le deuxième trimestre, il y a une augmentation de ces tenues islamiques de 48%. Donc vous voyez bien que Pape Ndiaye, en réalité, qui est rongé lui-même... 48%, s'il n'y en avait pas beaucoup... Non, mais vous vous rendez compte la progression ? Je vais vous donner un autre chiffre qui avait été donné à l'époque par l'IFOP et puis qui faisait une étude pour la fondation Jean Jaurès sur l'autocensure des professeurs. Ils sont pratiquement la moitié à s'autocensurer désormais. Et ça, c'est 13 points de plus en 2 ans. Donc sur Pape Ndiaye, alors, vous dites... Mais il n'y a aucune volonté, évidemment, puisque son militantisme, lui, professe un communautarisme. Comment voulez-vous qu'on puisse compter sur un ministre de l'Éducation ? Vous ne faites pas confiance au ministre de l'Éducation nationale ? Bien sûr que non, puisque son idéologie, on la connaît. Il l'a écrite, il s'est proclamé. Par qui a-t-il été salué dans sa nomination ? Par M. Mélenchon ? Par Mme Sandrine Rousseau ? Donc voilà, c'est tout. C'est très très grave. Moi je pense qu'il y a une loi, il faut la faire respecter. Mais au-delà de cette loi de 2004 et de la jurisprudence du Conseil d'État de 2007, vous voyez, je suis très précis sur le plan juridique. Il y a des outils. Mais moi je pense qu'on réglera le problème définitivement si demain on avait des tenues communes dans les lycées publics. Dernier mot, Bruno Retailleau, vous serez candidat pour la présidence du Parti Les Républicains. Écoutez, dans quelques mois. Écoutez, d'abord, colline après colline. Il y a déjà le 2e tour. Mais ça vous intéresse. Il faut qu'on ait. C'est pas que ça m'intéresse ou que ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la droite. Je pense que bien sûr. Donc c'est ça. En France, on doit porter. Moi, je ne me résous pas à cette démocratie désertée que tente de construire Emmanuel Macron. D'un côté, lui, et de l'autre côté, des extrêmes. Alors sinon, si ce n'est pas vous, qui il faut mettre à la tête des Républicains aujourd'hui ? Non, mais on a des personnalités éminentes. Je pense à Laurent Wauquiez, je pense à David Lisnard. Il y en a d'autres.
d'autres. Mais je pense qu'on est suffisamment affaibli. Je pense qu'on doit avoir la sagesse de se parler pour voir celui d'entre nous, celle d'entre nous qui sera le mieux à même de porter les couleurs pour notre reconstruction. Simplement, moi je pense qu'on reconstruit sur nos convictions. On reconstruit sur de la clarté. Moi, il y en a marre d'essayer d'élargir et de diluer toujours plus les convictions. Ce qu'attendent les Français de notre part, c'est de la clarté, de la netteté dans des convictions. À droite, nous sommes à droite, on n'a pas besoin de qualifier la droite de populaire, de sociale. Non, moi ce que je veux, c'est une droite qui soit vraiment de droite. Merci Bruno Retailleau, sénateur LR de Vendée et président du groupe au Sénat. Merci d'avoir été l'invité ce matin.